Bonjour à toutes et à tous, j'espère que nous sommes en live, j'ai pas eu d'informations, mais normalement nous devons l'être. Et bienvenue donc pour ce live Twitch. On va parler aujourd'hui du face-à-face, poste par poste. Vous en avez l'habitude, certainement, ça fait déjà plusieurs années qu'on le fait. On va prendre chaque poste pour ce Super Bowl qui arrive dans 2 semaines, même moins que cela désormais. Et on va déterminer quelle équipe a l'avantage sur chaque poste. Et pour cela, avec moi, vous les voyez déjà, à l'inverse de l'audio. D'habitude, je peux les présenter, il y a un peu de surprise. Là, vous les voyez, ils attendent que ça. Par qui je commence? Victor, Greg, Victor. Allez, Victor. Victor Ollier est avec nous. Salut, Victor. Bonjour Lucas, bonjour à toutes et bonjour à tous. Mais oui, un grand Super Bowl qui ravit apparemment sur Twitter les grands et les petits, les fans du monde entier, qui ne rêvaient que de cette affiche. On sent déjà l'ironie et on sent Greg, déjà, qui est pas forcément d'accord. Grégory Richard est avec nous aussi. Salut, Greg. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Je me réjouis de savoir 2 ans après que je vais potentiellement voir un Super Bowl en direct avec Victor, vu les souvenirs émus d'il y a 2 ans. Il faut savoir qu'il vit son match, hein. En tout cas, dès la première mi-temps, il était chaud bouillant. Donc voilà, sachez, soyez-en sûrs, dès la preview, il nous a déjà fait ça de main de maître. Il est vrai qu'on va potentiellement, je vais peut-être potentiellement avoir la chance de vivre le Super Bowl avec Victor aussi. Et je l'ai jamais fait pour ma part. T'es un privilégié, Greg. Donc j'ai Préviens peut-être. tes voisins. Ouais, mais c'est vrai, ce serait une. Ça, ouais. Ouais, il est déjà. Bah, écoute, je les préviendrai. Peut-être faut que je mette un mot déjà, mais voilà. Vous le savez, les Eagles affrontent les Chiefs, même affiche qu'il y a 2 ans. Et on va donc parler de ce face-à-face poste par poste. Déjà, pour commencer, je vais vous donner les postes ou les groupes de postes qu'on va évoquer. On va commencer par l'attaque, on va parler des quarterbacks. Ensuite, on parlera de la ligne offensive. On parlera du jeu au sol, du jeu aérien ensuite. On passera à la défense avec les trois lignes défensives, hein, comme on peut les qualifier, la ligne défensive, les linebackers, les lignes arrière, les defensive backs. Et on parlera un petit peu des équipes spéciales parce qu'il faut le faire. Ça va arriver. Il y aura des équipes spéciales pendant le Super Bowl, je sais pas à quoi ça sert, mais en effet, il y aura des équipes spéciales. Et on parlera des coachs aussi. Je rigole, messieurs, je vous vois hocher de la tête. Et puis, bien sûr, il y a le chat aussi, hein, n'hésitez pas, puisque j'ai le chat sur ma droite. Quand je regarderai à droite, c'est que je regarderai vos questions. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques pour tout ce live Twitch. On va partir, on ne sait pas vraiment pour combien de temps, on verra jusqu'où ça nous mènera. Mais en tout cas, on va parler donc de ce superbe Super Bowl entre les Eagles et les Chiefs. Et messieurs, je vous propose de commencer directement dans le vif du sujet. Je vous parlais des postes qu'on va évoquer. On va forcément commencer par le poste de quarterback, l'attaque forcément avec cette opposition entre Patrick Mahomes et Jalen Hurts, une opposition qu'on a déjà vécue. Il y a 2 ans, ça avait donné un match explosif, une rencontre explosive. Et j'ai envie de vous demander directement, rentrer dans le vif du sujet. Je vais peut-être rapidement donner les statistiques. Alors, je donnerai des statistiques en saison régulière et quand il le faudra, je donnerai peut-être des statistiques aussi en playoff. Mais voilà, Patrick Mahomes en saison régulière, c'est 3928 yards, 26 touchdowns, 11 interceptions. Jalen Hurts, lui, c'est 2903 yards, 18 touchdowns, 5 interceptions, auquel il faut rajouter 630 yards, là où Patrick Mahomes a 300 yards. Donc voilà, on rentrera peut-être un peu plus dans les détails de ces statistiques. Mais Greg, j'ai envie de commencer par toi. Difficile de ne pas donner l'avantage à Patrick Mahomes. N'importe quel match, un peu important, on a envie de dire l'adversaire en face. On a l'impression que Patrick Mahomes, peu importe l'adversaire, en tout cas le quarterback qui est de l'autre côté, il a quand même l'avantage de ce qu'il a montré et du talent qu'il a. Oui, bah, on va revenir un petit peu aux mêmes conversations qu'on avait quand on parlait notamment de Tom Brady. C'est-à-dire que, oui, en effet, statistiquement, sur cette saison, c'est peut-être pas la meilleure version de Patrick Mahomes qu'on a. C'est son plus petit nombre de yards en carrière sur une campagne, hein. Et pourtant, pour ceux à qui ça n'a pas échappé, on a un peu plus de matchs normalement au programme, même si c'est le cas depuis 2020, c'est quoi, 2021, 2022, 2021, je crois. Donc voilà, c'est quand même pas négligeable non plus. Pas mal d'interceptions aussi, même si on voit que ça tend à être un peu moins significatif en fin de campagne. C'était beaucoup plus prégnant, je trouve, sur la première partie de la saison. Mais voilà, encore une fois, c'est juste que oui, il y a un avantage forcément qui est indéniable parce que même si le casting autour de lui est moins clinquant, on va y revenir, il y a toujours cette capacité à prendre des décisions
qui font la différence, à faire des actions encore de grande classe. Alors, chaque action qui a fait beaucoup polémique, mais il suffit de voir ne serait-ce que cette longue passe sur quatrième tentative et sous pression sur la réception spectaculaire d'Xavier Worthy. Déjà, rien que le fait, sous pression, de réaliser un lancer comme ça, quasiment sans élan au niveau du bras. On sait que c'est des choses qu'il est capable de faire, le lancer en mouvement, etc., etc. Donc, il y a une palette qui est tellement large et une expérience en plus qui devient de plus en plus notable que forcément, voilà, Patrick Mahomes coche énormément de cases significatives pour espérer donner le titre à son équipe. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant, Victor? Greg l'a un peu évoqué, mais pour toi, sur Patrick Mahomes, est-ce que c'est le fait qu'il est régulier, le fait qu'il arrive à être bon, en tout cas de sortir les actions à chaque fois quand il le faut? Qu'est-ce qui, pour toi, ressort le plus chez Patrick Mahomes? En fait, c'est qui gagne, tout simplement. Ça paraît bête à dire, hein, mais c'est, comment dirais-je, j'ai ressenti encore plus l'année dernière, vraiment, c'est, même quand il fait pas un grand match, parce que statistiquement, au Super Bowl l'année dernière, il fait pas un grand match. Mais quand on a besoin d'un touchdown, quand on a besoin d'avancer, quand on a besoin d'une quatrième tentative, quand on a besoin d'être décisif en prolongation, il est toujours là. Je veux dire, il a gagné, il a été au Super Bowl 4 fois sur les 5 dernières années. Il en gagne 3. Celui qui perd, c'est parce qu'il se prend 39 pressions. Il n'y a aucun quarterback, même Manning Prime. D'ailleurs, Manning, on l'a vu contre les Seahawks à l'époque, mais même Brady, même n'importe qui, 39 pressions, tu peux pas gagner un match. Faut être clair. Donc, il perd ce Super Bowl là, mais il gagne les 3 autres. Et il est juste, en fait, insubmersible. C'est-à-dire que même quand il n'est pas extraordinaire, oui, il n'a pas des stats extraordinaires. Depuis 2 ans, honnêtement, il a des stats moyennes. Mais il pourrait avoir 2 touchdowns et 48 interceptions en saison régulière que je mise quand même sur Mahomes quand il s'agit de jouer un Super Bowl. Il est même le premier face aux Niners. Il commence avec 2 interceptions, on se dit ah là là machin. 10 points de retard quand il faut, il fait 2 drives, 2 touchdowns et c'est fini. Il y a un côté insubmersible, incontournable, inévitable, je ne sais pas comment le dire, mais c'est la grande faucheuse en fait, Patrick Mahomes. T'essayes de lui résister, tu arrives à un moment, mais il y a un moment, le coup près tombe. Et c'est vrai qu'on l'a vu, mener de 10 points contre les Niners, mener de 10 points contre les Eagles, mener à nouveau l'année dernière contre les Niners, il gagne quand même. C'est impressionnant. Il reste calme à tout moment. Et j'ai envie de rajouter, hein, tu faisais son palmarès, ça va être son cinquième Super Bowl, tu l'as dit, il en a déjà fait quatre, il en a gagné trois, et les deux fois où il n'y va pas, il perd en finale de conférence, hein, on l'a assez dit, hein, mais et En prolongation. à chaque fois face aux Patriots et aux Bengals. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, il est présent dans les grands rendez-vous et c'est peut-être pour moi en effet sa plus grande qualité parce que surtout que au plus il y a de saisons, au plus il y a de matchs, au plus il y a de chances à ce qu'il passe à travers un match important parce que bah, l'échantillon devient de plus en plus grand et donc il y a des chances que peut-être la défense arrive à le perturber, qu'il ait peut-être mal dormi, qu'il soit malade, peu importe. Et en fait non, comme vous le dites messieurs, il y a très peu d'exemples où Patrick Mahomes, sur un grand match, passe à travers. Et je ne parle pas de saison régulière, je parle vraiment des matchs qui sont importants. Et d'ailleurs, dans le chat, on nous dit, O.J. Winehouse qui nous dit la plus grande qualité de Mahomes, c'est qu'il est Mahomes, pardon. Et c'est vraiment le cas. Maintenant, vous l'avez compris, on va certainement pencher vers Mahomes, vers les Chiefs pour cette position des quarterbacks. Pourtant, en face, il y a un Jalen Hurts et j'ai envie de me retourner vers toi, Victor, parce que Jalen Hurts, je l'ai dit, il a déjà fait un Super Bowl, donc ça ne sera pas nouveau pour lui. Et lors de son premier Super Bowl, il avait été plutôt bon. Malgré tout, ça n'avait pas réussi, ça n'avait pas réussi, il n'avait pas gagné. Qu'est-ce qui fait qu'il devrait, en tout cas, comment il pourrait être encore meilleur sur ce match 2 ans après? Même sur les statistiques avancées de souvenir, c'est la troisième meilleure performance de tous les temps pour un quarterback. En fait, il est très difficile à sonder, Jalen Hurts. Parce que quand tu sors de ce Super Bowl 2022, tu te dis c'est une superstar, c'est un MVP en puissance, il va continuer à progresser, ça va être extraordinaire. Finalement, depuis 2 ans, c'est loin d'être catastrophique, hein. Ils font 13 victoires en saison régulière puis 14. Mais c'est loin d'être exceptionnel. Et encore plus, j'ai envie de dire, cette année, il est presque relégué au second plan derrière Saquon Barkley et le jeu de course. Il est presque plus un complément qu'un joueur décisif. Même s'il fait quand même 32 touchdowns, passés courses cumulés, mais ça reste moyen. Et même ses 2 premiers matchs de playoff sont pas très bons. Sa finale de conférence est très bonne. Par contre,
il y a quelque chose qu'il faut lui reconnaître, c'est que depuis le Super Bowl du coup face aux Chiefs, il a jamais lancé une interception en playoff. Donc à minima, il n'est pas décisif, sauf en finale de conférence là où il a été très bon, mais au moins il pénalise pas son équipe. Et on a vu cette année que c'est un peu la politique de la maison, c'est-à-dire ne pas prendre de risques, jouer simple et dominer au sol et avec des petites passes, etc. Et gagner les matchs comme ça. Donc il est le quarterback parfait pour ce système. Mais par contre, quand tu compares à un Mahomes aujourd'hui, ils sont pas dans la même dimension. Ouais, tu disais, il ne lance pas d'interception, en tout cas en playoff, c'est sûr qu'en même temps, il lance pas beaucoup. Donc c'est vrai que ça serait compliqué de lancer des interceptions, mais c'est vrai qu'au moins, il y a peu d'erreurs. Et Greg Jalen Hurts, c'est ce qu'il y a un monde où il peut jouer. Alors, il avait fait il y a 2 ans, hein, mais il peut rejouer au niveau d'un Patrick Mahomes dans 10 jours. À mon sens, oui, ça me paraît pas quelque chose de déconnant. Victor le disait, il peut parfaitement, même si c'est pas lui la star offensive de l'équipe, autant on disait que Patrick Mahomes, par exemple, pouvait avoir ce côté, cette espèce d'aura qui pouvait du coup euh, enfin, permettre aux coéquipiers d'avoir cette même dynamique, etc., de tirer vraiment les siens dans le bon sens. Peut-être que Jalen Hurts, c'est pas aussi perceptible que ça, mais je pense en effet que c'est quelqu'un qui, en confiance, par la confiance qu'on arrive à transmettre autour de lui, si la défense tourne bien, si Saquon Barkley continue comme ça a toujours été le cas cette saison d'être efficace, de surfer sur la vague, de surfer sur la vague également, hein. On a vu qu'il était capable en zone rouge d'être assez efficace. Et je rejoins ce qu'a dit Victor. Oui, c'est intéressant de se dire que bah, dans le domaine aérien, on arrive à limiter les pertes de balles, mais pour quelqu'un qui porte autant le ballon sur cette position-là et pour un quarterback, je pense qu'on a vu des ratios de fumble beaucoup plus conséquents. Donc, on arrive vraiment en termes d'exécution et de marge de turnover, comme on dirait, à vraiment limiter la casse. Donc, si en plus il est capable de monter en régime, comme ça a été le cas il y a 2 ans, et comme je le pense en effet capable de par les receveurs qu'il a notamment à sa disposition, un Saquon Barkley qui peut être efficace sur les passes écrans, etc., etc. Il y a un monde où j'ai pas de mal à me dire que, en effet, Jalen Hurts peut jouer les yeux dans les yeux. Mais comme par exemple, un Brock Purdy l'a fait l'année dernière, hein, alors que pourtant, pour moi, Mahomes avait l'avantage aussi. C'est pas les mêmes armes sur le papier, bien entendu. Il y a un profil double menace qui est beaucoup plus important. Mais je rejoins Victor. Voilà, ça suffit sans doute pas à lui donner l'avantage sur ce duel de quarterback. Mais en tout cas, c'est des armes importantissimes dans le système offensif prôné par les Eagles. Ouais, et puis j'ai envie de te rejoindre en disant que c'est souvent serré parce que voilà, Patrick Mahomes n'est peut-être plus au niveau, en tout cas statistiquement au niveau où il l'a été il y a quelques saisons. C'est souvent serré. On voit l'autre quarterback plutôt bon, mais c'est vrai qu'il y a toujours une toute petite marge quand même qui moi me fait donner l'avantage quarterback aux Chiefs. Messieurs, est-ce que vous partagez cet avis ou vous voulez tenter un... Parce que vous allez le voir, hein, on a des effets spéciaux à TDA. Vous allez voir Camille qui va faire apparaître une petite croix rouge, une petite croix verte. Et là, c'est le moment où il faut décider quel côté sera la croix verte et quel côté sera la croix rouge, Victor? Bah là, elle ne peut être que rouge quand même. Faut pas déconner. Greg? Ouais, rouge pour moi aussi. Juste pour faire très rapide, encore une fois, il y a beaucoup de similitudes entre les Chiefs et les Patriots, hein, encore une fois. Les Chiefs n'ont jamais gagné. Enfin, dans mon souvenir, il n'y a pas beaucoup de Super Bowl où les Chiefs se sont baladés d'un point de vue score. Ça a toujours été les histoires, notamment des Pats aussi. On parlera pas de la question du quarterback, de la défense en plus. En ce moment, c'est encore plus significatif avec ce que met en place, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, forcément, meilleur quarterback sur le papier, Brady Mahomes, similitude, avantage pour le QB. Ouais, et en effet, hein, c'est intéressant ce que tu dis, puisque Artichoc79 sur le chat nous dit c'est impressionnant comme les Chiefs sont devenus la copie des Patriots. Et c'est vrai qu'ils sont en tout cas, c'est le pendant des Patriots il y a quelques saisons. Et ils vont peut-être faire ce que les Patriots n'ont jamais réussi à faire un troisième Super Bowl consécutif. Et j'en démords pas, les Bills sont les nouveaux Colts, hein, du coup, hein. Et les Bills, les nouveaux Colts, en effet, un quarterback qui peut rentrer au Hall of Fame, mais qui pour l'instant n'a pas de victoire. Victor, pas tout à fait d'accord. C'est peut-être pas le moment pour Je Victor, rappelle que Manning a un ratio favorable en playoff contre Brady. et que pour l'instant, Ouais, Ah oui, 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 oui. bon, Tu- très bien. Donc, c'est le problème de Manning, c'était d'autres équipes, ouais, notamment une équipe qui est en jaune et noir ou autre. Mais en confrontation directe, j'ai Bon, pardon pour cette parenthèse, Lucas, excuse-moi. ouais, j'ai presque envie de dire que Josh Allen devrait être limite content, puisque ça voudrait dire qu'il aurait un Super Bowl quand même, hein, puisque on se oui. rappelle.
Manning a quand Deux, même deux. deux. Deux, c'est vrai. Il y en a un que j'ai. Vous comprendrez pourquoi, mais j'ai presque oublié. Il y Avec les en a, Broncos. C'est vrai il y qu'il en a était. un où il pouvait pas lancer la balle, mais bon. Voilà, c'est pour un quarterback, c'est compliqué. C'est vrai qu'on divague, messieurs, et j'en suis désolé dans le chat. Ça me fait penser à une conversation qu'on a eue juste avant de commencer, hein, qui nous a tenu jusqu'à 5 secondes de l'antenne, et on parlait des plus grosses surprises au Super Bowl. On va rester sur celui-ci, vous l'avez donc vu avec ce qu'a fait Camille qui est derrière. Je ne l'ai pas salué. Salut Camille, mais vous le voyez, donc la petite coche verte va au rouge, vous le voyez, aux Chiefs pour les quarterbacks. On va parler désormais de la ligne offensive. Et Victor, tu l'as évoqué, hein, peut-être la seule défaite au Super Bowl de Mahomes, c'était au moment où sa ligne offensive avait été en grande difficulté face au pass rush, notamment des Buccaneers. On va commencer par eux aussi. Greg, la ligne offensive des Chiefs, est-ce qu'elle te rassure avec, on le rappelle, hein, on va parler, mais il y a eu quelques changements récents, notamment Joe Thuney. Est-ce que ça te rassure ou au contraire, c'est pour toi un petit peu du bricolage? Ah bah, en tout cas, sur la fin de saison, ça ressemble clairement à du bricolage. À partir du moment où tu mets un garde éminemment respectable dans l'NFL, qui d'ailleurs va encore lutter pour une... C'est une cinquième bague qui vise Joe Tony, je crois, dimanche, si j'ai pas de bêtises. Dimanche, enfin en tout cas bref, le 9 février, Ouais. pardon. Donc oui, c'est clairement, ça apparaît clairement comme du bricolage. Il y a des décisions qui ont été prises aussi pour un souci économique, hein, parce que c'est pas le tout d'offrir un énorme contrat à Patrick Mahomes, mais c'est toujours la même problématique de réussir à l'entourer comme il faut. Mais je trouve que pour les moyens qui sont mis en place et pour le rafistolage qu'on arrive à mettre en avant, pour l'instant, on arrive à trouver des solutions décente. Alors, ça se ressent beaucoup plus sur l'extérieur, parce qu'à mon sens, l'intérieur de la ligne est quand même assez efficace, hein. C'est ce qui permet notamment aux coureurs, Pacheco, Hunt, dont on parlera tout à l'heure, de tourner quand même un minimum correctement. Mais c'est sûr que le principal point d'interrogation, et pour faire écho à la référence de Victor tout à l'heure, ce fameux match face aux Bucks, forcément, ce sera un facteur X indéniable, mais les Chiefs n'arrivent pas non plus en victime expiatoire dans ce domaine-là, quand on voit qu'ils arrivent malgré tout à tenir en respect, par exemple, une défense comme les Bills, qui a été capable de générer de la pression tout au long de cette saison. Oui, justement, hein, on le disait, ce bricolage, c'est notamment le passage de Joe Thuney, qui est un garde et qui est un garde All-Pro, hein, qui a joué aux Patriots. Tu le disais, il a des bagues avec notamment les Patriots, et qu'on a passé sur l'extérieur de la ligne, qu'on a passé en tackle gauche parce que DJ Humphries n'avait pas forcément montré satisfaction. Il était un petit peu touché aussi. On a passé Mike Caliendo en garde gauche. Après, Mike Caliendo, il est entouré de Creed Humphrey et de Joe Thuney, qui sont des joueurs impressionnants sur la ligne. Donc ça peut le faire, mais est-ce que Victor, notamment, Greg l'évoquait un peu, l'extérieur de la ligne, et notamment Jawan Taylor, qui est lui le tackle droit, on sait est sujet à beaucoup de pénalités notamment. Est-ce que c'est l'un des points faibles de cette ligne offensive? Oui, oui. Alors c'est sûr qu'à l'intérieur, quand à l'époque c'était Tunney, Humphrey, Trey Smith, c'est la meilleure ligne offensive intérieure de NFL. On est d'accord là-dessus. Tony, qui a d'ailleurs un peu une revanche à prendre vu qu'il a été blessé l'année dernière, mais Tony en tackle, je suis moyennement convaincu. On va dire qu'il fait le travail, mais c'est pas transcendant. Et Jawan Taylor, c'est très compliqué. Toute la saison, en fait, ils ont essayé de trouver des solutions post-tackle. Ils n'en trouvent pas. Et moi, j'avoue que dans l'ensemble de l'effectif des Chiefs, là où j'ai sûrement le plus d'inquiétude, c'est la ligne offensive, personnellement. Je trouve que c'est... il y a trop de points d'interrogation avant d'arriver au Super Bowl, selon moi. Oui, je partage votre avis, messieurs. C'est vrai que ce sont des points d'interrogation, hein. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas. Et comme l'a dit Greg, ça a été plutôt correct face aux Bills notamment, qui est une équipe qui arrive à générer de la pression, aussi grâce à Patrick Mahomes. Mais c'est vrai que ce sont des points d'interrogation. Les points d'interrogation, il y en a aussi de l'autre côté, Victor, puisque au-delà de l'équipe, alors t'es pas trop d'accord, mais je parle surtout des blessures, parce qu'il y a pas mal, il y a pas mal de questions sur les blessures notamment, hein. Parce que quand on regarde cette ligne offensive, on a notamment au centre, il y a Cam Jurgens qui était censé être absent sur le match, sur la finale de conférence. Il était blessé au dos. On l'avait remplacé par Dickerson, qui est habituellement garde. Lui aussi a été blessé au genou. Je te vois rassuré. Tu penses que déjà, ces deux joueurs-là seront là dans 10 jours? C'est le dos pour Jurgens, le genou pour Dickerson. Oui, oui, bah Jurgens, il va souffrir, hein, ça c'est sûr, surtout quand tu es un lineman offensif. Mais bon, je veux pas dire, mais on connaît les docteurs en NFL, hein. S'il s'agit de tenir un match, ils le feront tenir d'une manière ou d'une autre.
Dickerson, bon, il avait l'air d'avoir pris un coup, d'avoir mal, mais apparemment ouais, c'est plus une douleur sur le moment que après, j'espère pas leur porter à poisse. Mais c'est vrai que sur le papier, ben, on a quand même Malaita, Lane Johnson qui est là pour le coup, probablement la meilleure paire de tackles de la ligue. Peut-être qu'à Détroit, on peut dire regardez-nous, donc on va dire un ou deux. Et à l'intérieur, ça reste quand même solide. Jurgen, ce n'est pas Kelsey, ça c'est sûr. Becton, en passe protection, il peut avoir des absences. Par contre, en run protection, il paraît qu'il prend de la place, ce bonhomme. Et Dickerson est toujours aussi bon. Donc, ça reste quand même. Je veux dire, Howie Roseman, ça fait 10 ans qu'il investit sur les lignes, parce que pour lui, les lignes, ça a toujours été la priorité. Et c'est pas pour rien que les Eagles ont une ligne offensive dominante depuis des années. Et c'est d'ailleurs la pierre angulaire de leur système, hein. Donc, s'il y a bien pour moi, et je spoil un peu, mais s'il y a bien un aspect où les Eagles sont largement dominants, c'est la ligne offensive. Largement dominant aussi pour toi, Greg, même si je le dis, il y a ces blessures, mais c'est vrai que d'ici 10 jours, et c'est l'avantage du Super Bowl, c'est qu'il y a 2 semaines pour se préparer, et du moins en tout cas 2 semaines pour se soigner, et on connaît les docteurs en NFL. Pour toi, il y a aucun point d'interrogation, et cette ligne-là, elle est largement au-dessus de celle des Chiefs. Alors, comme le disait Victor, on sera dans une configuration un peu différente où les Chiefs sont un peu moins tributaires de leurs problématiques sur le poste de tackle. On pourrait avoir un côté un peu paradoxal en se disant l'extérieur est clairement avantageux pour les Eagles et l'intérieur pour les Chiefs. À partir du moment où on fait du rafistolage et qu'on répète un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir qu'on s'adapte aussi au système offensif qui est mis en place, cette ligne offensive des Eagles, je trouve qu'elle est globalement parfaite, là encore, dans ce qui est mis en place, à savoir un jeu au sol assez massif, où en effet, voilà, Dickerson et Jurgens, même s'ils sont pas à 100%, arrivent à être comme des vrais poissons dans l'eau, une capacité de décrochage, décrochement, vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, c'est vraiment limpide globalement quand c'est mis en place, hein, surtout de la part de Jurgens de mémoire. Et puis en effet, je rejoins ce qu'a dit Victor, Mailata et Johnson. Il y a peu de choses qui sont aussi efficaces en NFL aujourd'hui. Donc c'est sûr que ça amène à avoir un facteur avantageux pour Philadelphie dans ce secteur-là. Et ce sera d'autant plus important qu'on l'a dit, le meilleur quarterback sur le papier n'est pas forcément du côté des Eagles. Donc si en plus tu as une ligne offensive efficace pour lui laisser le temps de performer et de niveler, on dira, l'écart, je pense que ça me paraît suffisamment important pour être mentionné. Ouais, plutôt d'accord avec vous, messieurs. Et puis on peut directement déjà, Camille, mettre l'avantage aux Eagles sur cette ligne offensive, puisque on va pas forcément trop s'attarder sur la ligne offensive, parce que alors on organise ce live comme ça, mais vous vous doutez bien que sur le jeu de course, on va évoquer forcément un petit peu la ligne offensive. Pareil d'ailleurs sur le jeu aérien, sur la protection des quarterbacks. Donc voilà, on l'a évoqué pour citer des noms notamment, mais cette ligne offensive, elle a un effet sur le jeu de course, sur le jeu aérien. Et justement, ce jeu de course. On va en parler directement et difficile de passer à côté de Saquon Barkley, Victor. C'est peut-être déjà le seul nom qu'on a envie de citer. Et encore, il y a Jalen Hurts, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on a envie de citer ce nom-là. Et ne serait-ce que ce nom-là donne déjà l'avantage aux Eagles sur ce match, en tout cas sur ce secteur-là. On n'a plus de mots pour Saquon Barkley. Il est à 30 yards de faire la plus grande saison statistique de l'histoire, playoff incluse, puisque aujourd'hui c'est Terrell Davis. Alors avec un match de différence, hein, c'est vrai. Mais Saquon Barkley, bah, il a fait 2 milliards. On s'est demandé si ça pouvait continuer en playoff. Il a fait 200 yards contre nos amis des Rams. Il a fait encore, première course, il fait 60 yards contre les Commanders. Et ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont même pas eu à le surutiliser contre les Commanders, puisqu'il a juste 15 courses pour 120 yards, je crois, quelque chose comme ça. Et 3 touchdowns, pourquoi pas. Donc, non, Saquon Barkley est aujourd'hui le coureur le plus dominant. Jalen Hurts est un parfait complément. On l'a vu encore face aux Rams et face aux Commanders, que même si c'est pas Lamar Jackson, c'est pas Michael Vick, mais quand il a des espaces, il peut faire des belles courses. Donc, de toute façon, le jeu de course, c'est la base du système des Eagles. Je veux dire, c'est l'alpha et l'oméga de cette équipe. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu des investissements qui ont été faits pour.
et évidemment, c'est dominant. Cerise sur le gâteau, apparemment, même quand c'est Will Shipley, maintenant, ça fait 80 yards en 4 courses. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais globalement, oui, c'est difficile de pas mettre en avant les Eagles là-dessus parce que c'est la base de tout leur système. 179 yards, un petit peu plus au sol par match. En saison régulière, les Eagles, ils étaient deuxième derrière les Ravens. Ils ont marqué 29 touchdowns au sol. Et je parle que de la saison régulière, hein. En as parlé en playoff. Saquon Barkley, c'est 442 yards, 5 touchdowns. Jalen Hurts, c'est 122 yards, 4 touchdowns. Donc imaginez-vous, voilà, ces statistiques sont impressionnantes. Greg, je ne vais pas te demander si les Chiefs peuvent arrêter ce jeu au sol parce que ça, ce sera une question pour demain, hein. Je le dis, il y aura la preview demain, alors qu'on enregistrera demain, que vous aurez un peu plus tard, mais qui nous fera dire voilà, les oppositions entre l'attaque des Chiefs et la défense des Eagles, l'attaque des Eagles, la défense des Chiefs. Là, on est plus pour parler des positions, mais ce jeu de course-là, c'est vrai qu'il est impressionnant et on a du mal à voir comment il peut ne pas être dominant. Il y a tout qui est fait pour que, face à n'importe quel adversaire, ce jeu de course-là soit dominant. Oui, je spoilie un petit peu mon pronostic, mais c'est quand même les chiffres donnent un peu le tournis quand même, parce que Saquon Barkley, Victor a bien contextualisé un petit peu les statistiques. Pour rappeler que Saquon Barkley, il a quand même plus de yards à lui tout seul que que tout le jeu au sol des Chiefs, hein. Donc c'est quand même impressionnant. Encore une fois, c'est pas le même système offensif, et ce qui fait encore plus peur, c'est qu'on se rappelle que c'est un joueur qui n'hésitait pas éventuellement à souffler pour laisser du temps de jeu aux plus jeunes pendant la saison régulière, a soufflé pendant la dernière semaine parce que, alors, est-ce que c'est lui qui a pris la décision in fine, je sais pas, mais en tout cas, on se rappelle qu'il n'avait pas joué face aux Giants non plus. Donc voilà, c'est dire vraiment la domination extrême d'un joueur qui encore, allez, peut-être 2 ou 3 ans, on se demandait s'il avait encore un avenir vu qu'il collectionnait les blessures du côté New York. Il avait rebondi entre-temps, bien entendu. Mais on sait que c'est un poste qui reste assez éphémère et rebondir de la manière dont il le fait, même si le système le met en valeur, c'est quand même assez impressionnant. Donc c'est sûr que oui, cette attaque-là, elle va être très très compliquée à stopper en tout cas. Et Saquon Barkley, je trouve qu'il a cette capacité à être dangereux dans n'importe quel type de circonstance. C'est-à-dire que c'est pas juste un joueur qui va courir plein centre, c'est pas juste un joueur qui va contourner. Il a un changement d'appui qui est tellement fulgurant qui fait que bah, de toute façon, c'est problématique pour n'importe quel type de défense. Et encore plus quand, on en parlait tout à l'heure, tu as une ligne offensive qui est capable de suivre sur le deuxième rideau et d'ouvrir un peu plus de brèches par la suite. Donc c'est sûr que oui, c'est voilà, c'est un avantage pour moi indéniable pour les Eagles, vu l'impact qu'il y a eu. Que ce soit lui ou Hurts, ils mettent pareil 2 fois plus de TD que les Chiefs au sol cette saison. Donc il y a un ratio qui est assez phénoménal là-dessus. Oui, c'est impressionnant. Je vous ai donné les statistiques en saison régulière. En playoff, c'est encore mieux, hein. 227 yards par match au sol imaginez-vous, hein, pour les Eagles, avec 10 touchdowns notamment et surtout 6,6 yards par course. Donc ça voudrait dire que toutes les deux courses, il y a un first down, un minima. C'est difficile à arrêter. Donc on l'a compris et vous l'avez compris, tous ceux qui nous écoutent, il y a difficile pour les Chiefs de rivaliser dans ce secteur. Mais parlons quand même, Victor, des Chiefs et de leur jeu au sol. Alors c'est vrai que c'est un peu moins impressionnant avec un peu plus de 100 yards au sol par match en saison régulière. C'est encore moins en playoff, hein. 92,5 yards au sol par match pour les Chiefs. Ce n'est pas la pierre angulaire de cette attaque, on le sait, mais c'est un secteur qui peut, si ce n'est faire des différences, être utile et notamment, j'ai envie de te lancer presque sur Patrick Mahomes, qui peut lui parfois aller chercher des first downs. On l'a vu en finale de conférence. C'est un secteur de complément, le jeu au sol à Kansas City. Oui, mais c'est pas inintéressant du tout. On a en effet un Mahomes qui est un spécialiste pour les gains courts quand il en a besoin. On a un Pacheco qui est une double menace loin d'être inintéressante. Un Karim Hunt qui fait le travail. Et un Samadje Perrine dont on attend beaucoup parce que avec Raphaël, quand il a été recruté, on a dit est-ce que c'est pas typiquement le joueur qui va faire 45 yards et 2 touchdowns au Super Bowl alors qu'il sort de nulle part? Et c'est un peu un joke qu'on a maintenu toute l'année, mais c'est vrai que globalement, et d'ailleurs, il fait un play décisif contre Oui, les j'allais Bills. dire, est-ce que c'est pas lui? Alors, c'était pas au sol, mais c'est lui qui attrape ce C'était ballon pour le first down qui pour le first down de la victoire, ouais. quelques jours. Donc en effet, vous aviez vu juste, et c'est là où je vous rejoins sur la copie conforme des Patriots. C'était les Patriots qui faisaient ça souvent, qui prenaient un joueur en milieu de saison, un joueur que personne ne voulait, ou en tout cas qui Mm. récupérait, qui jouait peu, et puis qui d'un coup au Super Bowl ou en playoff faisait une action décisive. Je te C'est laisse ça, continuer. donc globalement, je dirais que
comme tu l'as dit, c'est du complément. C'est loin d'être inintéressant. C'est plutôt efficace, mais c'est forcément moins spectaculaire, ne serait-ce de par le système. C'est moins spectaculaire que nos amis des Eagles, ça c'est sûr. Greg, Patrick Mahomes, je reviens sur lui, au sol, sous-coté ou pas? Parce que c'est vrai qu'on en parle peu et c'est vrai qu'il est loin peut-être des meilleurs quarterbacks au sol que peuvent être, on les a dit, hein, Josh Allen, Lamar Jackson, Jalen Hurts. Et pourtant, on le voit dans des matchs importants, il va souvent chercher ses first downs importants. Je m'étais noté cette statistique, mais Patrick Mahomes en playoff, c'est 7 first downs gagnés à la course. Par exemple, pour vous donner une idée, Jalen Hurts, c'est 9. Donc il n'est pas si loin de ce genre de joueur-là. Et on rappelle que Jalen Hurts a un match en plus que Patrick Mahomes en playoff. Oui, encore une fois, c'est des registres différents. Les Eagles prônent le touche-push, hein, notamment. Si je prends ce formidable jeu que tout le monde adore ça, en dehors de Philadelphie. Mahomes, voilà, sa grande spécialité, c'est le fameux petit roulé côté gauche pour aller chercher en effet la première tentative, notamment sur une troisième. Ça, on sait qu'il est, pas, il est parfaitement capable de le faire. C'est aussi l'avantage, je dirais, malgré tout, parce que c'est vrai qu'on a tendance à mettre un petit bémol sur la O-line là-dessus. C'est aussi l'avantage d'avoir un garde de formation sur le poste de tackle. C'est que malgré tout, en phase active, on dira sur le jeu au sol, ça te permet quand même d'avoir quelques brèches, que ce soit pour le coureur ou pour le quarterback. Et si j'extrapole un petit peu et que je donne mon point de vue global, c'est vrai qu'on parle beaucoup des coureurs, hein, avec le retour de la momie Karim Hunt, notamment pour pallier à l'absence pour blessure d'Isaiah Pacheco qui est désormais de retour. Euh, il y a un des facteurs X, alors encore une fois, je ne vais pas tout spoiler de ce qu'on va dire plus tard, mais sur le jeu au sol, on peut quand même considérer que Xavier Worthy peut être considéré comme un facteur X, vu à quel point il est utilisé, notamment sur des tracés de jet sweep, pour miser sur sa vitesse et tenter de contourner les défenses. Je pense que ça peut être forcément un facteur à mettre à l'actif de Kansas City, justement pour avoir un côté peut-être un peu plus protéiforme, si j'ose parler ainsi. C'est-à-dire que voilà, là, on n'est pas sur du Hurts et du Barclay un peu massif entre la vivacité et le short yardage. On est vraiment plus sur de la prise d'espace en toutes circonstances, que ce soit avec le backfield offensif pur et dur ou avec des receveurs rapides, comme ça a été le cas par le passé avec Tyreek Hill ou comme ça s'est fait par la suite. Intéressant donc ce jeu au sol des Chiefs, même si, messieurs, et je l'ai compris dans vos analyses, il y a peu de débats tout de même, et c'est vrai que dans le chat non plus, hein, il y a peu de débats, tout le monde nous dit que on ne devrait même pas parler du jeu au sol tant c'est déséquilibré. Donc globalement, le jeu de course va pour les Eagles. Et j'ai envie du coup de me tourner vers le jeu aérien pour terminer, parce que c'est vrai qu'on en parlait ensemble, messieurs, avant, et on disait en caricaturant que c'est vrai que ce face-à-face poste par poste, c'était le quarterback et le coach pour les Chiefs et tout le reste pour les Eagles. Est-ce que sur le jeu aérien, il y a débat pour vous? Je me tourne vers toi, Greg, notamment. Est-ce qu'il y a un débat? Est-ce que c'est si déséquilibré que, par exemple, ce jeu de course ou pas? Euh, c'est moins déséquilibré, hein, je pense qu'on peut le dire, hein, il y a quand même un peu plus, je trouve, de noms ronflants sur les squads de receveurs du côté de Kansas City. Le premier, forcément, c'est Travis Kelce, parce que si on prend le poste de tight end, même si Dallas Goedert fait encore une excellente saison pour le rôle qui est le sien, bah, même à 35 ans, je trouve que Travis Kelce, et ça reste un joueur extrêmement clutch. Donc, il y a l'avantage dans ce domaine-là. Après, si on parle des menaces extérieures, bon, bah voilà, c'est un peu moins ronflant pour les Chiefs. Je parlais de l'importance de Xavier Worthy. Oui, il y a le fait de pouvoir miser sur la vitesse et sur les petits espaces. Mais c'est vrai que c'est pas encore un joueur qui est forcément, ou en tout cas, dont on attend de voir sur du duel constant en un contre un face au DB qui va affronter lors de cette finale s'il a vraiment le rendement auquel il peut prétendre. On dit André Hopkins, c'est un peu en fin de parcours, mais voilà, enfin, pour répondre à ta question, l'écart me paraît moins monstrueux sur le papier. Maintenant, oui, je le donnerais quand même aux Eagles parce que voilà, on sait il y a deux principales têtes de gondole, mais que c'est deux joueurs qui sont extrêmement difficiles à arrêter, notamment AJ Brown. On n'arrête pas de dire, bah tiens, il ne crée pas de séparation, bah tiens, il commence à être vieillissant. Enfin, en attendant, il claque encore une saison à milliards et ça reste toujours un problème d'aller le stopper. On l'a vu sur la quatrième tentative lointaine qu'on tentait les Eagles, par exemple, en finale de conférence. C'est toujours un joueur qui est capable de sortir de sa boîte et de faire des jeux décisifs. Et il est vrai, Victor, que les noms sont du côté des Eagles. Hein. A.J. Brown, tu l'as dit, Greg, Davanta Smith, les deux sont pas loin des milliards. A.J. Brown a dépassé les milliards, Davanta Smith est à 833 yards. Mais c'est vrai que quand on regarde les statistiques, notamment en playoff,
c'est beaucoup moins impressionnant dans le jeu aérien. Alors, est-ce que c'est parce que le jeu au sol marche tellement bien que on ne cherche même pas à lancer et ça évite les interceptions potentielles, tu l'as dit. Parce que quand on regarde les statistiques, par exemple, un Xavier Worthy est à 130 yards, c'est plus qu'un AJ Brown, c'est plus qu'un Devontae Smith avec un match en moins, je le répète, et Travis Kelce, lui, est à 136 yards. Donc, pour toi, Victor, c'est vraiment le fait que voilà, le sol marche tellement bien, on ne cherche même pas à aller dans les airs, ou il y a peut-être, on l'a dit, une marge un peu plus faible dans le jeu aérien entre les Eagles et les Chiefs. Non, je pense. Alors, pour le coup, alors, le match face aux Rams, les conditions climatiques font que, de toute façon, c'était pas très propice au jeu aérien. Et en finale de conférence, quand tu fais 300 yards et 7 touchdowns au sol, t'as pas forcément besoin de lancer. Après, je suis d'accord que il y a un peu plus de débat ici. Parce que les deux meilleurs receveurs sur le papier, ils sont au niveau des Eagles. C'est J. Brown et Devonta Smith pour moi. Au niveau du tight end, Travis Kelce est au-dessus évidemment. Dallas Goedert est vraiment pas mauvais pendant ses playoffs. D'ailleurs, ça commence à devenir une mode hein, depuis Gronkowski de la part des tight ends de dormir en saison régulière pour se réveiller en playoffs. Je ne sais pas si c'est devenu une marque de fabrique, enfin bref. Mais si je devais mettre un bémol, c'est un peu sur la profondeur. Parce que je trouve que les Eagles n'ont pas vraiment de receveur numéro 3. Jan Dodson, Johnny Wilson, ça n'a quand même pas été extraordinaire. Calcaterra, ça fait le boulot en tight end numéro 2, mais au niveau du bloc, c'est compliqué. Là où, quand même, au niveau de nos amis des Chiefs, on a Noah Gray, qui je trouve est quand même un des meilleurs tight end numéro 2 de la ligue. On a, mine de rien, au niveau des receveurs, du Worthy, du Brown, du Hopkins, du Juju Smith-Schuster. Justin Euh, Watson qui récupère la conversion à 2 points sur la finale de conf. voilà, exactement. Bon, Rashid Rice n'est pas de retour. Je pense pas qu'il soit prévu qu'il soit de retour. Hein. On est clair là-dessus, je pense. Ils ont aussi Tyquan Thornton, mon cher Lucas. Si jamais. Non, mais donc voilà, c'est là où j'ai été un peu dérangé, c'est que pour moi, les meilleurs titulaires sont au niveau des Eagles. Par contre, je trouve pour le coup qu'il y a une plus grosse profondeur au niveau des Chiefs. Donc personnellement, je vais aller sur des Eagles, mais comme tu disais, Lucas, je pense que c'est tout à fait légitime d'ouvrir un débat et ça me choquerait pas que quelqu'un me dise pour moi c'est les Chiefs. Oui, et quand tu parles de profondeur, hein, précision, c'est vraiment la profondeur d'effectif, pas forcément la profondeur dans le jeu de passe. Non, Euh, non, 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 oui. je suis assez d'accord avec toi, et c'est vrai, hein, quand on regarde, parce que je parlais des statistiques en playoff, Dallas Goedert, c'est le receveur, en tout cas c'est le joueur qui capte le plus grand nombre de yards en playoff, il est à 188, en effet, mais c'est vrai que, et on en a parlé tout à l'heure du quarterback, mais dans ce jeu aérien, on ne peut pas ne pas parler du quarterback, on parlait des noms du côté des Eagles, mais c'est vrai qu'il y a cette capacité de Mahomes à trouver des solutions dans le jeu aérien. Et c'est pour ça qu'aussi pour moi, il y a ce débat-là et j'ai du mal à le trancher. Toi, tu as tranché pour les Eagles de peu. Tu l'as dit, Victor. Greg, pour toi, de quel côté ça penche? J'irai quand même sur les Eagles également. Il y a toujours l'histoire de l'œuf et la poule, hein. Moi, je pense que en effet, à Kansas City, c'est le quarterback qui sublime les receveurs. Aux Eagles, c'est l'inverse. Donc voilà, clairement, je rejoins totalement Victor sur la problématique de la profondeur. C'est forcément un paramètre à prendre en considération, mais et d'ailleurs, on se rappelle que l'année dernière, bah, celui qui fait gagner les Chiefs en prolongation, bah, c'est un mec qui avait été re-signé de dernière minute et qui était peut-être sixième, septième receveur dans la hiérarchie, donc ça rejoint à peu près ce qui a été dit. Mais c'est difficile quand même de ne pas donner l'avantage en termes de qualité pure et intrinsèque aux Eagles sur cette catégorie. Ouais, mais du coup, ce sera pour les Eagles, même si Banco 8 nous dit c'est surtout Mahomes qui est le plus précis, donc ça réduit l'avantage des Eagles. Avec Mahomes, tu as l'avantage dans le jeu aérien quand même. Donc pour lui, ce serait plutôt les Chiefs, mais pour vous, messieurs, c'est vrai que ce sont les Eagles. Et moi, j'ai hésité, je me positionnerai si jamais il y a un désaccord entre vous. Je trancherai, mais je vous laisse choisir. Et là, on le voit hein, sur cette attaque. Donc le quarterback est pour les Chiefs, le reste de l'attaque est globalement pour les Eagles, ce qui va nous permettre de passer à la défense désormais. Et on va commencer par la ligne défensive. Tu parlais, Victor, des lignes qui sont très importantes chez les Eagles. Alors certes, on n'est plus tout à fait dans cette ligne défensive qui avait fait 70 sacs, notamment il y a 2 ans quand les Eagles vont au Super Bowl. Mais tout de même, cette ligne défensive des Eagles, elle est impressionnante cette saison encore.
Oui, la ligne de 2022, c'est ça que s'est fait saborder le Super Bowl parce que les Chiefs ont arrosé le terrain, c'est ça? Ah, C'était ça, non. ouais, alors, donc, parce que donc, faudra nous dire donc du coup dimanche à quelle hauteur ils voudront la pelouse. Voilà, il faudra surtout que les Chiefs donnent bien les instructions par rapport à la hauteur de la pelouse Voilà. et comment ils la veulent arroser. Non, je rigole évidemment. Je pense que c'était juste malheureusement une erreur humaine et qui a impacté évidemment Ededin. Alors, au niveau de la défense, je vais te dire tout de suite, à une défensive, c'est là où j'ai changé le plus d'avis. Au sens où il y a un phénomène au niveau des Eagles, c'est Jalen Carter. Il y a un phénomène au niveau des Chiefs, c'est Chris Jones. Il y a un sacker qui est en pleine confiance, c'est Noah Smith. Il y a un sacker qui est en pleine confiance, c'est Karl Aftis. Euh, et mine de rien, il y a des têtes d'affiche des deux côtés que je trouve assez formidables. Je le dis, je trouve. Et alors, là où je trouve dur d'évaluer la défense des Chiefs, c'est est-ce qu'on évalue les noms qui sont là ou est-ce qu'on évalue la manière dont enfin, ce que Spaniolo arrive à tirer de ses joueurs? Parce que c'est quand même pas la même chose. C'est-à-dire que quand tu vois Dana et tout le reste de la tribu là dans cette ligne offensive, euh, c'est pas des noms ronflants. Mais Spaniolo, et oui, rêve de trentenaire. Spaniolo, pour le Pas coup, validé par Greg manifestement. mais Spaniolo, pour le coup, il arrive à tirer le meilleur de tous ses joueurs. Après, là, je vais prendre encore l'histoire de la profondeur. Je trouve par contre qu'aux Eagles, quand on voit qu'en défensive tackle, tu as Carter, Milton Williams, Moro Jomo et Jordan Davis, qui est sorti un peu de sa boîte contre les Commanders, donc il mérite d'être signalé. Je me dis qu'il y a un peu plus de peut-être de matos du côté des Eagles, mais honnêtement, voilà, moi ce que je trouve formidable avec cette défense des Chiefs, en général d'ailleurs, mais particulièrement dans les blitz, dans les schémas d'attaque et tout, c'est que Spaniolo, d'un dauphin, il en fait un requin et un requin surpuissant. Juste, tu parlais de profondeur. Brandon Graham, qui est blessé depuis plusieurs semaines, qui a laissé planer le doute. Est-ce que pour toi, il va être de retour ou c'est plus Moi, je pense que, un, ça ressemble beaucoup à d'enfumage, et deux, si vraiment il revenait, ça sent la fausse bonne idée. déchiré au triceps en novembre, hein, on le Ouais. rappelle? Brandon Graham, qui a l'expérience et qui pourrait revenir. Voilà, il a évoqué, mais c'est vrai que ça peut être un jeu de dupe. Greg, pour toi, cette ligne, est-ce que toi aussi, t'es passé d'une ligne à l'autre ou il y a un favori clair quand on parle de face à face, poste par poste? Alors, j'ai pas changé tant de pronostics que ça. Maintenant, c'est sûr que quand on regarde d'un point de vue statistique et rendement, notamment pendant les playoffs, ces deux équipes, en effet, Victor le disait, qui ont énormément de ressemblances, de capacité en tout cas à être efficaces et à pénétrer dans la poche, pardon, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Et c'est presque plus ça qui a changé chez les Eagles, je trouve. Hein. C'est que il y a 2 ans, on avait notamment des edge rushers qui étaient capables de faire feu de tout bois. Là, je trouve que la menace, elle est beaucoup plus intérieure du côté de cette équipe des Eagles, ce qui n'est pas inintéressant, en effet, quand on va affronter une ligne intérieure qui a été remodelée, mais c'est encore une fois, on aura l'occasion d'y revenir, pardon. C'est sûr que par rapport à ce qu'évoquait Victor, j'aurais quand même donné cet avantage aux Eagles d'un point de vue là encore purement intrinsèque. On voit que qualitativement, on a misé vraiment énormément sur les lignes ces dernières années avec beaucoup de premiers tours de draft. Carter, Davis, euh, Smith également, qui est un ancien premier tour de draft. Et on voit que ça commence à porter ses fruits hein, avec des joueurs qu'on a même lancés plus tôt que prévu par rapport à la politique qui est habituellement mise en place du côté des Eagles. Ça veut dire beaucoup quand même. Donc, il y a quand même une équipe qui a l'air de très bien tourner dans ce domaine-là. L'écart en termes de sac n'est pas monstrueux, mais c'est vrai que si je devais donner un avantage vraiment, on va dire sur la pesée, juste avant le match de boxe, je dirais que les Eagles, ça pèse peut-être un peu plus lourd quand même malgré tout. Ouais, s'ils pèsent plus lourd, ils sont plus tout à fait dans la même catégorie, ils peuvent pas combattre, du coup. C'est pour ça que je dis légèrement, tu vois, c'est Oh, quelques, voilà. un régime alimentaire mieux affiné.
200 grammes. 200 grammes, et tu Ouais. parles des statistiques, 41,5 en saison régulière pour les Eagles, 39 pour les Chiefs. Donc en effet, ce n'est pas si loin. Après, c'est le moment, et Victor en parlait en rigolant. Et certes, les équipes ont pas mal changé tout de même. On parlait d'un Jalen Carter qui n'était pas là il y a 2 ans. Mais on disait cette ligne défensive qui était impressionnante il y a 2 ans avait été un petit peu muselée et n'avait pas réussi à être vraiment présente lors du Super Bowl d'il y a 2 ans. Est-ce que ça peut compter ce genre de choses aussi, de voir voilà, une ligne défensive et le coordinateur défensif a changé aussi, je le sais, mais voilà, c'est plus le fait que ces deux équipes-là sont très proches dans ce secteur-là, mais on se rappelle qu'il y a 2 ans, il y en a une qui avait été un petit peu plus présente que l'autre, en tout cas, celle qui avait été très dominante dans la saison régulière ne l'avait pas été tant que ça au Super Bowl. Je vous vois pas forcément. Dans mes souvenirs, les deux lignes défensives avaient passé leur temps à glisser sur cette patinoire et ça avait été un peu dur. Après, au niveau des Eagles, globalement, c'est qui avait été pointé du doigt? Hassan Reddick, il est plus là. Maintenant, c'est Noam Smith. Fletcher Cox, il est plus là. Maintenant, c'est Jalen Carter. Je sais pas s'il y aura vraiment. Elle a quand même beaucoup changé, hein, cette défense. Globalement, il y a quoi? Il y a Josh Sweat, Garner Johnson, et encore, entre-temps, il a fait un aller-retour, mais il y a deux titulaires. Et Darius C, quoi. Ça doit être vraiment trois titulaires maximum qui reviennent. Donc, elle a quand même énormément changé, cette défense. Je ne suis pas sûr que ça soit un facteur, mais par contre, bah, de toute façon, on y reviendra dans la dernière catégorie, mais c'est sûr que le coaching de Kansas City, forcément, il faut toujours s'en méfier, et c'est pas pour rien qu'ils gagnent des Super Bowls. Mais voilà, je suis pas sûr qu'il y ait ce sentiment de revanche. En tout cas, pas en défense. Très bien, j'aurais tenté en tout cas, mais c'est vrai que c'est un aspect qui est important. Et avant de passer au linebacker, messieurs, et si je comprends bien, de toute façon, l'avantage est pour les Eagles, pour vous deux. Mais avant de passer au linebacker, je tiens à dire que la vanne a été validée, Victor. Alors pas par Greg, mais dans le chat, ça a été validé. Il y a Marie 1212 qui valide la vanne. Il y en a d'autres qui commencent à chanter la vallée de Dana. Donc je vais pas trop le lire parce que Ça tombe bien, il paraît que Victor est incollable en référence du XXe siècle. Donc, par rapport à une conversation qu'on a eue en off, ça valide sa connaissance de cette période. C'est ça, moi je me suis arrêté, j'ai arrêté ma pop culture en 2006-2007. C'est ça. Raoul la Depuis, commence à partir de cette c'est ça, époque-là et Victor la exactement. termine à On est très complémentaires avec Raoul. Pour Raoul, tout ce qui est avant 2006 n'a pas existé. Pour moi, tout ce qui est après 2006 n'existe pas. Donc, du coup, on a une sorte de complémentarité. Ouais. C'est d'ailleurs beau. pour ça que vous êtes souvent ensemble hein, dans les previews, messieurs. Comme ça, voilà. Exactement. Vous êtes complémentaires. Attention quand même, parce que je sais que Raoul est un habitué du live Twitch. Pour l'instant, il n'est pas là, mais bon, je ne douterai pas de. Voilà, il peut apparaître, il peut pop dans le chat. Puis quoi qu'il arrive, je lui balancerai. Je lui balancerai clairement. Vas-y. Vous avez dit, mais c'est vrai, de de la discussion qu'on avait eue C'est un petit assumé, hein? Ouais, j'imagine. Mais la discussion qu'on avait eue un peu avant, c'est Victor qui est en charge d'un papier sur les plus grandes performances au Super Bowl, c'est ça? Parce C'est que, ça. voilà, Et on va pas se mentir, Il y a du noir et blanc. il n'y a pas beaucoup de récents. Ça Voilà. pixelise un peu, ouais. Ouais. c'est vrai que C'est les voilà. performances individuelles, hein, pas Pas les sur performances d'équipe. Parce que, ouais. que tu es en train de dire, c'est que c'est pas sur YouTube. Mais bon, en tout cas, ça me permet de vous dire que voilà, pendant toute la semaine, en tout cas toutes les semaines pendant ces 10 jours-là qui arrivent, vous allez avoir voilà, des articles qui vont être distillés comme cela, les meilleures performances au Super Bowl, performances individuelles. Il y aura un article notamment sur les surprises, les plus grosses surprises du Super Bowl qui arrivera en fin de semaine prochaine. Et là aussi, on a débattu avec Greg et Victor, mais c'était avant, voilà, avant, là, on va revenir sur le poste par poste et parler des linebackers, cette deuxième ligne de défense celle qui est au milieu du terrain, qui est très importante aussi, ne serait-ce que par l'intelligence, en tout cas l'organisation défensive, et un petit peu à l'image de ce qu'on faisait tout à l'heure, quand on parle de linebacker, là aussi, il y a peut-être deux joueurs qui ressortent, un de chaque côté, c'est Nick Bolton pour les Chiefs, et c'est Zach Bone pour les Eagles, deux joueurs assez différents, mais deux joueurs qui sont très importants pour leur équipe, Greg, c'est-à-dire que ce sont un peu les cerveaux, entre guillemets, les relais des coachs sur le terrain. Oui, oui. Et à mon sens, je trouve, alors, il avait fait une bonne saison, enfin, il avait fait des bonnes campagnes chez les Saints, mais la manière dont Zach Bone a été transfiguré depuis son arrivée à Philadelphie est assez bluffante. Je suis pas sûr qu'on capitalisait sur un tel niveau. Enfin, je suis pas exagéré, je suis pas trop dans les hyperboles, mais autant intrinsèquement, c'est sûrement un Jalen Carter le meilleur joueur de cette équipe-là, autant défensivement,
C'est peut-être le plus important. Ouais, c'est celui en tout cas qui crée beaucoup de turnover, qui a l'air d'avoir un rôle éminemment important dans cette défense quand il s'agit notamment de faire repartir son équipe en excellente position. Donc c'est sûr que oui, c'est forcément à mettre à l'actif des Eagles. J'ai pas bien suivi si Nakobe Dean était apte pour la Ah non, finale. non, 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 non. On est d'accord, hein. La Cobidine, c'est fini, malheureusement. On est d'accord. On parle de 1 an, voire plus Ah oui. d'absence. Ah, c'est terrible. Donc a priori, c'est Trotter Junior et Non, c'est Burks. Oren Burks. Ah oui, Oren d'accord, ce Burks, sera Burks, Qui n'a ok. pas été mauvais, qui est pas mauvais, Victor, depuis qui a été cata contre les Rams et qui a été bon contre les Commanders. Ouais. Est-ce que du coup, parce que Nakobe avait fait une superbe saison, est-ce que Ouais. du coup, cette ligne de linebacker, à côté d'un Zach Bone qui, pour le coup, lui, a été très bon en saison régulière et qui continue d'être très bon en playoff Mm. et qui est très important, et je rejoins Greg sur le fait que c'est peut-être la pierre angulaire défensive de cette équipe, est-ce qu'avec un Oren Burks à ses côtés, cette équipe-là peut, en tout cas cette ligne de linebackers-là, peut faire le travail? Faire le travail, oui. C'est un miracle, hein, parce que Fangio, en gros, il a pris une escouade où il y avait un rookie, Jeremiah Trotter, junior, un joueur d'équipe spéciale, Oren Burks, une déception, Nakobe Dean, et un joueur d'équipe spéciale, Zach Bone. Et il a fait de Bone et Dean un des meilleurs duos de la NFL. On rappelle Donc, qu'il connaît un peu les linebackers, Vic Fangio, hein. ouais, ouais, un petit peu, ouais. Hmm. Van Ginkel, par exemple, son explosion, c'est sous Fangio aussi. Enfin, il y a du monde qui explose sous Fangio à ce poste-là. En tout cas, grande réussite. C'est vrai que la blessure de Dean a rebattu les cartes. Oren Burks, c'est un peu, ça souffle le chaud et le froid selon les matchs. La profondeur, bah, il n'y en a pas trop pour le coup, parce que Jeremiah Trotter Jr., il est excellent, sauf qu'il a un petit problème, c'est qu'il ne s'est pas plaqué. Et pour un linebacker, c'est un peu embêtant. Ok. Quand on sait le père qu'il a, c'est presque une honte. Mais bon, bref. C'est pour ça qu'il a Euh, été sélectionné ou il a été sélectionné, a priori. Oui, d'accord, mais enfin bon, quand depuis 30 ans ton père te coach, normalement tu devrais apprendre à plaquer. Enfin bon, bref. Il est Euh, complémentaire de son père aussi. c'est ça, exactement. Par contre, moi je dois avouer que je suis assez amoureux du trio des Chiefs de l'autre côté. Parce que tu parles de Nick Bolton. Alors, je pense en effet que c'est lui qui a l'oreillette, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et on se souvient qu'il a été décisif en 2022 et qu'il est très complet. Moi, je trouve que celui qui a pris une autre dimension cette année, c'est Léo Chénal, qui est arrivé en NFL où on a dit oui, c'est un défenseur contre la course. Voilà, c'est tout. Et année après année, d'ailleurs, on avait eu une belle interview de lui qui doit toujours être sur Twitter, qu'on en avait fait l'année dernière avec Mathieu, de Léo Chénal. Léo Chénal, maintenant, c'est devenu vraiment un joueur qui joue les trois tentatives, qui sait couvrir, qui est extrêmement intelligent, qui est beaucoup plus mobile peut-être qu'on l'avait espéré sur le S-Ouest. Et en plus, il y a Drew Tranquille, qui, mine de rien, est un linebacker tout à fait honorable, voire même un très bon linebacker. Donc, je dois avouer que personnellement, je suis un peu amoureux de ce trio que je trouve extrêmement complémentaire, que je trouve très bien organisé. En plus, bon, je veux pas mordre sur votre preview, mais on a vu que Spags adore faire blitzer les linebackers et que ça marche souvent. Je trouve que c'est une des faiblesses de la ligne offensive des Eagles, donc ça peut jouer aussi. Mais on l'a vu avec Louvu notamment, qui a posé beaucoup de problèmes. Non, moi je dois avouer que là, par contre, au niveau des linebackers, je serais plutôt tenté, maintenant que Nakovidin est blessé, je serais plutôt tenté d'aller du côté des Chiefs. Tu peux mordre sur la preview, tu seras pas là demain, donc tu Oui, as c'est vrai. C'est Greg vrai. qui n'a pas le droit de mordre sur la preview, il sera là demain. Après, j'ai peur, tu sais, qu'il ait plus grand-chose à dire demain, qu'il soit silencieux demain et tout J'ai ça. toujours Oh, des il a trucs à dire. toujours des choses à dire. C'est Voilà, clair. j'ai tendu la perche et vous vous doutez bien que Greg aura toujours quelque chose. Au pire, tu nous parleras d'un Super Bowl en noir et blanc dont vous avez débattu avec Victor. Non, mais c'est vrai que ce trio, et on parle d'un trio et d'un duo côté Eagles parce que les schémas défensifs sont différents, même si voilà, on sait que ça change beaucoup. Mais il y a une 4-3 pour les Chiefs, il y a une 3-4 et donc deux linebackers au milieu pour les Eagles, même si on sait que ça C'est peut toujours. plus une 4-2 même, limite. Enfin, après, avec Fangio, c'est toujours compliqué de définir exactement. C'est pour ça que je le disais voilà, de manière très schématique pour que vous compreniez, mais c'est vrai que selon les downs et selon les systèmes et les adversaires, ça peut beaucoup changer. En tout cas, c'est vrai que c'est un trio, et ce trio-là, tu en as parlé, Drew Tranquil, Nick Bolton, Léo Chenal. Greg, pour toi aussi, il te rassure, notamment, voilà, forcément sans empiéter sur ce qui va être dit demain, mais notamment
notamment face ce jeu de course, face aussi à un quarterback qui peut courir. Ça a plutôt bien marché face à Josh Allen la semaine dernière. Je le disais, en tout cas, je ne l'ai pas dit, mais je l'évoque, un tout petit peu plus de 100 yards au sol encaissés par les Chiefs en saison régulière. C'est mieux que les Eagles notamment. Non, mais t'as rebondi sur un point que j'allais aborder, c'est-à-dire qu'en effet, déjà, le système n'est pas forcément le même et je trouve qu'on met beaucoup plus l'accent sur les linebackers, je dirais, côté Chiefs que côté Eagles, ce qui ne veut pas dire que le rôle est moins important chez l'un que chez l'autre, mais en tout cas, enfin, on voit qu'on appuie quand même un peu plus sur une polyvalence importante de la part de tous les linebackers du côté des Chiefs et c'est ça qui fait aussi que le système c'est ça aussi qui peut être amené à brouiller les cartes pour le quarterback et les coordinateurs adverses. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais réellement en telle situation que va faire Bolton, que va faire Tranquil pour ceux qui jouent le plus souvent, qui va être en spy. Pour dire les choses très concrètement, on a plus de marge de manœuvre peut-être côté Chiefs que du côté Eagles quand il faudra potentiellement surveiller les fameux scrambles dont on parlait tout à l'heure de Patrick Mahomes. Donc c'est sûr que ça permet un volume, une densité qui, au-delà du talent intrinsèque des joueurs, me paraît plus importante du côté de Kansas City. Donc en effet, je donnerais également un avantage pour les Chiefs. Si je résume, messieurs, et vous me dites si vous êtes d'accord, le meilleur joueur est aux Eagles, hein. On le rappelle, Zach Bone, il est finaliste pour le titre de défenseur de l'année. En revanche, le meilleur groupe, il est côté Chiefs. Vous êtes d'accord? Et du coup, Oui. je, je Oui. pense comme vous pour dire que voilà, les Chiefs sur cet aspect-là ont l'avantage et on peut donc mettre une petite coche verte sur les Chiefs. Parlons des DB, des defensive backs, des lignes arrières qui comprennent les cornerbacks et les safety. Là, est-ce qu'il y a aussi un débat? On le sait, notamment en tout cas les lignes arrières des Eagles sont très performantes. C'est l'équipe qui a pris le moins de yards dans les airs en saison régulière, 174 à peine. C'est un tout petit peu moins bien en playoff, mais c'est aussi de par le fait que cette équipe-là elle a été souvent devant. Il y a des joueurs qui sont impressionnants, qui ont pas mal changé, tu le disais, Victor, par rapport à il y a 2 ans notamment grâce à 2 rookies. Est-ce il y a un débat pour toi, Victor, là, où les lignes arrière des Eagles sont trop impressionnantes pour qu'il y ait débat, en tout cas? Tu peux avoir un débat. Après, je pense que le débat s'arrête quand même assez rapidement. Euh, alors, le meilleur cornerback, il est au Chiefs, c'est McDuffie pour moi. Même si je sais que parfois il a quelques absences qui peuvent embêter, mais bon, voilà. Après, le reste, c'est des bons joueurs. Je veux dire, Reed, c'est un bon joueur. Cook, c'est plutôt un joueur correct. Il y a de la profondeur au poste de cornerback. Mais c'est vrai que de l'autre côté, bah, tu l'as dit, Quinion Mitchell, Cooper DeJean, on sait que les Eagles, pendant des années, n'ont pas fait jouer les rookies. Fangio est arrivé, il a dit, moi, je fais jouer qui je veux. Et en effet, il a fait jouer qui il voulait. DeJean et Mitchell ont été quand même très très bons tous les deux. Darius C semble avoir une petite résurgence ces derniers temps. Garner Johnson, il est capable de se trouver dans les grandes largeurs de temps en temps, mais ça reste quand même un aimant à ballon. C'est jamais inintéressant. Et Blankenship, c'est solide aussi. Et derrière, il y a Isaiah Rodgers, il y a des joueurs qui quand même apportent de la profondeur. Il y a Kederingo. Donc je trouve quand même, oui, que en termes de star power et de profondeur, les Eagles sont un peu au-dessus. Greg, meilleur joueur côté Chiefs, meilleur groupe côté Eagles. Tu le résumerais comme. Est-ce que tu ferais ce résumé-là ou pas? Je sais pas parce que en fait ça va rejoindre un petit peu certains éléments qu'on a dit sur la ligne défensive tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs des Eagles par exemple que j'aime dans ce backfield défensif, mais je trouve que alors au-delà de Trent McDuffie qui en effet a des qualités indéniables, même si je pense qu'il gagnerait, Victor parlait de ses moments d'absence. Je pense que 2 interceptions, quand on voit la capacité qu'il est capable d'avoir sur la couverture, c'est presque pas cher payé, je trouve, pour les adversaires. Euh, Maintenant, c'est vrai qu'il y a un groupe qui a tendance à être un peu, à surperformer, entre guillemets. Il y a des joueurs qu'on n'attendait pas du tout à ce niveau-là. Et je trouve que ce soit le coordinateur ou même le coach de position, Dave Merritt, c'est un énorme travail qui est fait depuis plusieurs années maintenant du côté de Kansas City pour faire en sorte que ce groupe soit assez complémentaire de ce qu'il y a devant. Il y a quand même un avantage. Moi, j'irais plus sur un avantage pour les Eagles, notamment d'un point de vue expérience.
justement. Et je trouve que paradoxalement, oui, en effet, il y a des rookies intéressants qui ont été lancés, comme Quinion Mitchell et Cooper DeJean notamment. Mais c'est vrai que c'est pas négligeable, Victor en parlait, qu'un Darius Slay, par exemple, ait l'air de vraiment prendre les commandes de ce backfield défensif, qu'un CJ Gardner-Johnson, qu'on aime ou qu'on n'aime pas son tempérament, bah, soit quand même capable d'être constamment présent, que ce soit sur la course et surtout sur son aptitude à provoquer des turnovers. Donc, c'est quand même un facteur, je trouve, non négligeable sur un tel rendez-vous d'avoir des joueurs qui sont quand même coutumiers des phases finales, en tout cas qui peuvent avoir l'odeur du sang, entre guillemets, ce qui est... alors, on me dira, il y a beaucoup de DB des Chiefs qui étaient déjà là l'année dernière, hein. Donc forcément, cette expérience, ils l'ont aussi, mais elle est peut-être un peu moins significative par rapport aux années qu'ont vécu en NFL d'autres cadres des équipes des Eagles. Donc, il y aurait vraiment un ascendant léger à Philadelphie. Victor parlait de la profondeur aussi, c'est un élément important, même si je trouve qu'il y en a quand même une qui escalait du côté du Missouri. Mais avantage quand même, je trouve, à Philadelphie dans ce secteur de jeu. Oui, c'est vrai que, voilà, messieurs, vous deux, vous donnez un avantage léger ou pas aux Eagles. Après, un tout petit mot sur les Chiefs de mon côté. Et je suis d'accord avec vous, pour moi, il y a l'avantage aux Eagles. Mais c'est vrai que c'est un petit peu le piège de ce genre de format. Parce que pour moi, en effet, Trent McDuffie est le meilleur joueur de ces lignes-là, qu'ils soient aux Eagles ou aux Chiefs. Et il permet à Steve Spagnuolo d'organiser son schéma défensif autour de lui, de mettre un Trent McDuffie seul sur un joueur, sur une île, comme on peut le dire, et du coup d'organiser son schéma défensif et du coup qui impacte les autres lignes. Là, on ne parle que des lignes arrière, donc c'est vrai que c'est difficile, mais c'est un joueur qui a un effet beaucoup plus global sur la défense, je trouve, que n'importe quel autre joueur aux Eagles. Mais c'est vrai que quand on prend les safety et les cornerbacks, je donne l'avantage aux Eagles comme vous, mais Trent McDuffie est pour moi le meilleur joueur. On va terminer, messieurs, avant de parler des coachs, sur les équipes spéciales, et Camille a eu peur qu'on l'oublie, ah, donc il a écrit bien en gros, vous voyez vraiment en gros en dessous des DB pour qu'on soit sûr de ne pas oublier les équipes spéciales, parce que c'est très important de parler des équipes spéciales, messieurs. Alors parlons des équipes spéciales, je souris un petit peu, mais voilà, Bah, excuse-moi, l'année dernière, des équipes spéciales des Chiefs, c'est notamment un des gros facteurs qui leur fait remporter le Super Bowl. et parlons des kickers pour commencer notamment, même si je vous vois hausser de la tête. Euh, les kickers, Harrison Butker, qui est revenu d'une blessure et qui est plutôt bon, qui est à 100% depuis qu'il est revenu en playoff. Il sera en face, alors ça sera jamais face à face, mais il sera en face de Jake Elliott, qui lui est un petit peu plus en difficulté. Est-ce que là, sur ce point-là, Greg, avantage aux Chiefs si on parle uniquement des kickers? Bah, pour moi, clairement, à partir du moment où tu as un kicker qui est au-dessus de 50 yards, enfin, on va le dire clairement, devient un obstacle pour son équipe. Il en a encore manqué un face aux commentaires, on est d'accord qu'il en a Ouais, encore manqué ouais. un? Il est à 1 Il, sur a- 7 il en a mis un cette saison, ouais. 1 sur 7 en saison régulière, 0 sur 1 à plus de 50. Ça devient rédhibitoire et je me demande même si les Eagles derrière tentent pas des quatrièmes justement parce qu'ils se disent que de toute façon avec Elliott c'est même pas sûr de passer. Donc ça, mine de rien, rien que le fait que ça puisse trotter dans la tête des coachs sur un match de cette importance-là, j'aurais tendance à aller naturellement quand même vers les Chiefs et vers Harrison Butker, ouais. Et les équipes spéciales, bien entendu, sont importantes. Messieurs, je vous ai vu être outré par ma petite blague. C'est juste que Oui. forcément, quand on regarde un Super Bowl, on a envie d'attaque, on a envie de défense. On n'a pas forcément T'as envie pas de. envie d'un petit retour de punt de 80 yards et tout? Bien Oh, t'es entendu. dur. Bien entendu. Et je parle en tant que fan des Patriots qui ont souvent gagné Ah bah avec Matthew Slater, le futur Hall of Famer, Ah, hein, on je s'est revenais régalé sur l'équipe spéciale. sur les kicks. Mais c'est vrai qu'ils ont souvent gagné des Super Bowls grâce à des kickers. Mais voilà, pour revenir à ce Super Bowl-là, un peu inquiétant pour les Eagles et avantage aux Chiefs côté équipe spéciale, en tout cas côté kicker, Victor. Sur tous les aspects, en fait. Côté kicker, oui, parce qu'on a dit, Jack Elliott, alors maintenant, il a loupé pour la première fois de sa vie un field goal en playoff. Alors, il avait loupé deux transformations la semaine d'avant. Et c'est dans la lignée de cette année où il est mentalement totalement perdu. Je compare souvent le poste de kicker au golfeur où quand ça va pas, ça peut ne pas aller pendant des mois. Bah, je trouve que là, il a perdu le fil. Et même après, Matariza est un meilleur punter que Brandon Mann. Dave Taub tire le meilleur des équipes spéciales chaque année.
En termes de statistiques avancées, clairement, ils sont très hauts, les Chiefs. Les Eagles vont mieux cette année, notamment en couverture. On a vu un Sidney Brown qui est très important. Ils ont des très bons gunners, mais honnêtement, l'expérience, le manque d'erreurs, etc., elle est au niveau des Chiefs année après année après année. Donc moi, je donnerais quand même l'avantage à tous les niveaux à Kansas City. Après, sur retour, c'est plus intriguant à mon sens, hein. C'est-à-dire que les Chiefs, je trouve, peuvent être assez menaçants, notamment. On voit que Nico Remigio, je pense que, il a l'air quand même d'avoir un impact vraiment important sur ces séquences de jeu-là. Mais à l'inverse, on a aussi vu, là encore, je ne vais pas mordre sur les previews, mais on a aussi vu que les Eagles, quand il fallait provoquer des pertes de ballon dans ce secteur de jeu, alors on Ah parle oui, de ça oui. Washington, mais j'ai souvenir d'autres matchs au cours de la saison où, bah, pareil, justement, des Oren Burks, des joueurs comme ça étaient capables de provoquer des pertes de balles. C'est un secteur sur lequel Philadelphie est capable de capitaliser parfaitement pour récupérer la balle en excellente position. Donc, dans des registres différents sur retour, ça peut être assez équivalent à mon sens. Mais ouais, il y a cette question du kicker qui, malheureusement. Alors oui, je te rejoins, sur le punter, ça peut tourner aussi à l'avantage de Kansas City, même si j'aime bien Treman, mais sur les kickers, ouais, pour moi, le différentiel est trop significatif à l'orée de cette finale pour pas se dire que les Chiefs ont l'avantage sur l'équipe spéciale. Et ce sera en effet à surveiller. Pour moi, en effet, sur les punters, c'est plus équilibré. Mais c'est vrai que sur les kickers, force est de constater que les Eagles ont un net désavantage qui pourrait leur coûter cher. On le sait, et j'en rigole, mais les Super Bowls se jouent aussi à ce genre de détails-là, qui n'en sont plus quand ils permettent de gagner une bague. Donc avantage aux Chiefs. Pour les équipes spéciales, on termine, messieurs. Un petit mot rapide sur les coachs. On n'a pas de catégorie à proprement parler sur les coachs. Et j'ai envie de, plus que les coachs, parler des coaching staff, puisqu'on va inclure aussi les coordinateurs offensifs et défensifs. Je vais les citer pour ceux qui éventuellement ne les connaîtraient pas, mais à Kansas City, on a Andy Reid, qui est le coach principal et qui est accompagné de Steve Spagnuolo, qui est le coordinateur défensif, et Matt Nagy, qui est le coordinateur offensif. En face, c'est Nick Sirianni, qui a, depuis l'an dernier, en tout cas, ça fait 2 ans qu'il change de coordinateur. C'est Vic Fangio, vous l'avez évoqué, qui est le coordinateur défensif. Kellen Moore, qui est le coordinateur offensif. Messieurs, et je commence par Greg, quel côté tu pencherais dans cette catégorie qui est très importante et qui, du coup, balaye toutes les autres catégories qu'on vient d'évoquer. Alors du coup, je suis en train de faire une petite information. Parce que du coup, il me semblait que Nagy et Fangio avaient coaché ensemble, hein, de mémoire, une seule année, je crois, à Chicago, avant que Fangio soit promu à Denver. Mais ça m'intéresse toujours un petit peu comment dire, ces retrouvailles-là, surtout que généralement, les coordinateurs défensifs aiment bien s'appuyer un peu sur ce qui est mis en place de l'autre côté. Et très honnêtement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de fans des Chiefs qui me reprocheront de dire ça, mais je trouve que clairement, depuis la domination de Matt Nagy, on ne peut pas dire qu'on est décoiffé offensivement du côté de Kansas City. Donc voilà, là encore, d'un point de vue défensif, on a affaire vraiment à deux maîtres du jeu, probablement deux des tout meilleurs coordinateurs défensifs de l'histoire. Donc c'est vrai que là-dessus, deux coachs en attaque, ou alors c'est pareil, je suis un petit peu intrigué de savoir est-ce que c'est vraiment c'est Kellen Moore qui appelle vraiment tous les jeux, ou est-ce que Sirianni a son mot à dire, Victor? C'est ça la question que je me pose Théoriquement, c'est également. Kellen Moore. Voilà. Théoriquement, c'est Kellen Moore. Très Après, bien. on sait qu'avec Nick, il peut y avoir des. Voilà, en général, il communique pas. Il y a quelques franchises qui aiment bien dire le play caller, c'est lui. Bon, aux Eagles, c'est toujours un peu plus flou, mais théoriquement, c'est Kellen Moore. Après, c'est une fausse question que je pose, parce que c'est ce que tu allais rajouter, Lucas, mais bon, je parle de Nagui, mais bon, a priori, c'est quand même Andy Reid qui appelle les jeux du côté Oui, des je Chiefs pense. en majorité. Donc, pour moi, offensivement, je donne l'avantage, pardon, aux Chiefs. Sur équipe spéciale, on en parlait tout à l'heure, Dave Toop, c'est quand même une référence, donc je lui donne l'avantage aussi Mec, dans ce donné les codes. domaine-là. J'ai pas donné les Hein? codes d'équipe spéciale. Désolé, désolé, Non, mais bon, après, on en parlait il y a 2 secondes, et c'était juste pour dire que j'étais d'accord avec ce qui avait été évoqué par Victor. Défensivement, franchement, ça se vaut, mais quand on voit le niveau de Steve Spagnuolo, le flair qu'il arrive à avoir, notamment sur les appels de jeu sur troisième tentative, j'aurais quand même tendance, avec l'énorme respect que j'ai pour Vic Fangio, à lui donner l'avantage également. Alors, surtout que c'est pareil, je ne veux pas dire de bêtises, parce que il y a un gros CV chez Fangio, mais Spagnuolo a des bacs que Fangio n'a pas encore. Bah oui, bah Donc, par définition, et il en a pas une ou deux, Spaniolo, donc. oui, non, mais non, mais voilà, mais il avait déjà gagné chez les Giants avant. Enfin, voilà, je veux dire, il y a des.
il y a des choses quand même à mettre à son actif, alors que Fangio, même en ayant coaché chez les Saints, les Niners et consorts, bon, C'est un voilà, éternel loser, on peut se dire. j'aurais pas dit ça comme ça. Mais en tout cas, oui, je dirais peut-être je dirais clairement d'un point de vue expérience, exécution, enfin, globalement, je donnerais quand même l'ascendant aux prises de décision, tout simplement, l'avantage aux Chiefs. Juste un petit mot sur ce que tu disais, et ça me fait sourire parce que c'est vrai que tu parlais de Matt Nagy et que cette attaque n'est pas flamboyante depuis que Matt Nagy est arrivé. Et ça me fait rigoler parce que quand l'attaque performait de partout et que Eric Bieniemy était le coordinateur offensif, on disait que c'était Andy Reid et qu'en fait il n'était qu'un prête-nom en tout cas et que quand Bieniemy avait la hype, c'était Andy Reid. Et là maintenant que l'attaque marche un peu moins, bah, c'est Matt Nagy, c'est le coordinateur offensif. Donc ça me fait un petit peu sourire. Ah non, mais Euh, moi, l'histoire bien aimée, moi, j'ai jamais compris, hein. Moi, pour moi, je vois pas pourquoi Nagy et Pederson auraient dû profiter de ça et pourquoi, bon, après, on touche à d'autres sujets voilà, en tout cas un la, peu la plus vérité problématiques. certainement entre les deux, mais c'est vrai que voilà, ça me fait sourire. Donc, un léger avantage pour toi, Greg. J'ai envie de parler avec toi, Victor, du coaching staff des Eagles, parce qu'on s'en rappelle, il y a 2 ans, c'était aussi le coaching staff qui avait permis aux Eagles d'arriver au Super Bowl. Et d'ailleurs, les deux coordinateurs défensifs et offensifs sont partis pour coacher des équipes. L'an dernier, ça avait un petit peu moins bien marché. On a renouvelé de nouveau. Vic Fangio, Kellen Moore sont arrivés, et on a l'impression que Nick Sirianni a pris un petit pas de côté. Alors voilà, tu le disais, on ne sait pas vraiment si là, c'est lui qui appelle les jeux totalement. D'ailleurs, dans le chat, il y a Marie1212 qui dit que c'est Big Dom, hein, qui appelle les jeux. Donc c'est peut-être C'est peut-être Big Dom. C'est Big Dom, vrai. le chargé de la sécurité, on s'en rappelle. Mais voilà, on a l'impression que Nick Sirianni a pris un petit pas de recul, qu'il a pris un peu plus de hauteur et ça a l'air de fonctionner cette saison. Oui, Big Dom qui d'ailleurs maintenant est officiellement dans le staff, ce qui lui permet d'être sur la sideline. Par rapport au problème qu'ils avaient eu l'année dernière, j'étais justement en train de regarder. Il est Game Day Coaching Operations. Ah, à tout Vous en moment, à faites, tout moment, à tout vous moment. en faites ce que vous voulez. Bon, bref. Comme quoi, on peut Euh, vraiment fumer la NFL, hein, vraiment. c'est ça. C'est ça. Bon, bref. Blague à part. Euh, ben, après, je veux dire, Kellen Moore, il a été très inconstant cette année. À l'image de Jalen Hurts, il a fait son meilleur match en finale de conférence. Donc j'ai envie de dire, bon, bah, tant mieux pour toi si tu te montes dans les grands matchs. Tu parlais d'il y a 2 ans. On se souvient qu'il y a 2 ans, Jonathan Gannon, on s'était dit, c'est bizarre, son plan de jeu en défense, il n'a pas l'air très préparé au niveau de Super Bowl. Et derrière, les Cardinals ont été sanctionnés par la NFL pour avoir travaillé avec Gannon pendant la période du Super Bowl sur l'intersaison des Cardinals. Mais enfin bref. Mais là, j'ai envie de dire, Fangio, il a fait des miracles avec cette équipe et contre presque 30 coordinateurs défensifs de la ligue, je lui aurais donné avantage. En face, c'est Spag. Spagnolo, c'est ce qui se fait de mieux. Il se réinvente à chaque match. Globalement, je suis obligé de donner avantage. Matt Nagy, Kellen Moore, j'ai presque envie de dire, duel d'infirme. Qu'est-ce que tu veux en faire quelque chose? Sirianni, par contre, pour revenir là-dessus, je suis assez d'accord que Sirianni, en 2022, il était en mode grande gueule, provocateur et tout. Et ça avait marché avec ce groupe-là, ce groupe 2022. C'était allé jusqu'au Super Bowl, il s'était pas passé loin et tout. Et il s'est dit, ah, en 2023, je vais refaire pareil. Finalement, le groupe a implosé. Et je pense en partie à cause de son tempérament. Et cette année, il a fermé sa gueule vraiment toute l'année. Ce qui est quand même assez dingue, c'est vous n'avez pas vu de Sirianni en conférence de presse qui part en vrille ou qui machin ou quoi. Ça n'est pas arrivé cette année. Donc, oui. Non, j'allais juste préciser, mais c'est pas forcément pour mettre un bémol à ce que tu dis, mais les Eagles vont pas s'excuser d'avoir fait notamment enfin, j'allais dire une deuxième partie de saison. Ils se sont légèrement loupés au début. Hein, il y a Mm, notamment ce match contre Tampa qui avait été le symbole de la fin de saison dernière, enfin des bien mots sûr. qui étaient toujours existants et derrière ils ont marché sur tout le monde. Euh, on a encore du mal quand même à savoir dans cette nouvelle version Sirianni, dans son nouveau coaching staff, si vraiment les Eagles, quand ils sont mis dos au mur par une autre équipe, comment ils sont capables de réagir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avant, il était le grand Manitou parce que des Steichen et des Gannon reportaient à Sirianni. Déjà, Oui, la grande différence, c'est que Fangio, il reporte à lui-même, hein.
Hmm. Fangio, il est arrivé, il a dit, vous savez, moi je ne reporte qu'à deux personnes, c'est à moi-même et à Dieu, hein. Tu sais, je pense que les avis de Sirianni, Après, vu comment Sirianni le voulait depuis au moins ah un ouais. ou 2 ans, je pense qu'il était prêt à toutes les concessions, donc je pense que c'est admis de son Bah, côté, ouais. et puis vu comment lui voulait venir, parce qu'il n'avait pas pu venir parce que Gannon avait fait durer le truc. Mais on rappelle que Fangio, C'était le s'il est premier choix, revenu, ouais. Hmm. et s'il est revenu, c'est pour être proche de sa famille, etc., hein. C'est pas pour rien qu'il a choisi les Eagles. C'est que pour sa vie personnelle, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, après, ok, voilà, Nick Sirianni, c'est beaucoup mieux, il a ce rôle de general manager. En face, tu as un des deux meilleurs coachs de l'histoire. Voilà. Donc bon, qui était lui-même un grand loser quand il était aux Eagles. Apparemment, la solution pour ne plus être un loser, c'était de partir. Mais non, mais bon, voilà, Ouais. il a finalement gagné. L'étiquette de loser, c'est quand même. Bah, Alors, juste, je me permets, excuse-moi, Victor. On rappelle quand même que si les Chiefs terminent les 3 prochaines saisons à plus de 15 victoires, Andy Reid devient le coach le plus victorieux de l'histoire de la NFL. sûrement, sûrement, En sûrement, termes de nombre mais de victoires, je crois qu'il a passé la barre des 300, si je dis pas de bêtises, il y a pas longtemps. non, c'est possible. Mais Andy Reid, c'est juste, c'est 1/5 en finale de conférence et 0/1 au Super Oui, Bowl oui, avec oui, les bon. Eagles. Hmm. Mais en tout cas, ça reste un des meilleurs coachs de l'histoire qui est toujours au rendez-vous. Donc, je vois pas comment tu donnes pas avantage aux Chiefs, hein, là-dessus. Je pense que c'est Camille avec le compte de Télé Actu qui a dit Doug Peterson est devenu un loser après être passé aux Eagles. C'est vrai, c'est vrai. Lui, par contre, vraiment, 2017, un jour, ça devrait être étudié. Parce que les héros de cette campagne, c'était Derek Barnett, Nelson Agholor et Doug Peterson, quoi. Et Nick Foles. Donc, oui, oui, un jour, il faudra étudier un peu ce qui s'est passé cette année-là, ouais. En tout cas, on a aussi appris, et c'est vrai que ça faisait 2 ans qu'on cherchait les raisons de la défaite des Eagles. On a appris que les Eagles, il y a 2 ans, perdent contre les Chiefs à cause de la pelouse qui était trop mouillée et les Cardinals Exactement. euh, qui étaient trop impliqués dans le plan de jeu de la saison d'après. Donc Non, voilà, j'ai dit que la pelouse a impacté les deux équipes. je chante, J'ai je chante. dit. C'est vrai. Mais après on a perdu parce que Mahomes se sacrifie des vierges à la pleine lune. C'est la seule raison, hein. C'est la seule chose qui explique toutes ces victoires. En tout cas, voilà, on va finir sur ça en tout cas. Et pour résumer vos deux propos sur les coachs, messieurs, on a Banco 8 qui dit tu finis le jeu quand tu bats Spagnolo, c'est le boss final. Et C'est c'est vrai ça. qu'il est particulièrement impressionnant dans son plan de jeu, dans ses appels de jeu, dans ses schémas. On l'a encore vu face aux Bills et c'était impressionnant. Et c'est vrai que je vous rejoins, ça donne un avantage aux Chiefs sur ce secteur-là. Voilà, messieurs, c'est comme ça qu'on termine. Je ne sais pas si Camille, on peut juste faire un petit récap très rapide de ce qu'on a. Eh ben, parfait, il est prêt, Camille, toujours prêt. Mais voilà, pour terminer ce face-à-face poste par poste, vous le voyez, on a donné l'avantage aux Chiefs côté quarterback. Ce sont les Eagles qui ont l'avantage pour la ligne offensive, pour le jeu de course et le jeu aérien. En défense, on a une ligne défensive, messieurs, qui est plutôt côté Eagles, tout comme les lignes arrière, les defensive backs. Pour les Chiefs, on a linebacker, équipe spéciale. Retenez bien ça, équipe spéciale. Et on a aussi les coachs qui ont l'avantage pour les Chiefs. Voilà, messieurs, merci Greg et Victor d'avoir été avec moi pour ce face-à-face poste par poste. Toujours un Merci à plaisir. toi. Merci à tout le monde dans le chat. Et puis, comme je le disais, on enregistre demain, notamment avec Greg et Raph, la preview de ce Super Bowl qui, là, on va dire, sera plus sur les oppositions entre attaque et défense, défense et attaque, que sur les face-à-face poste par poste. Et puis, toute la semaine, il y aura encore beaucoup de choses. Jean-Michel Boujard, vous le savez, va à la Nouvelle-Orléans pour nous faire vivre le Super Bowl de l'intérieur. Il y aura notamment beaucoup de contenu créé par Jean-Michel, que ce soit sur le site touchdownactu.com, pardon, mais aussi en podcast, vous le savez. Donc restez bien connectés avec cette. Voilà, ça va monter jusqu'à dimanche prochain. Et messieurs, bah, nous serons ensemble, donc du coup, dimanche. Alors, dimanche en 8 comme on dit. C'est ça, dimanche en 8, exactement. Écoutez, ce sera avec plaisir qu'on vivra ce Super Bowl. Mais d'ici là, il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et sur le site touchdownactu.com. Merci Camille d'avoir été avec nous aussi, d'avoir mis tout ça en image. Sans toi, rien n'aurait pu être possible. Et puis, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao!